Bonjour à tous. Si vous le voulez bien, nous allons commencer. Merci à tous d'être venus en nombre. Donc sur l'atelier Mesurer les impacts de la finance durable, où en sommes-nous? Et peut-être avant de rentrer dans le cœur du sujet, on peut peut-être faire un très rapide tour de table pour se présenter. À toi l'honneur. Bonjour à tous. Donc moi je suis Sarah Maillard et je travaille chez Mirova. Je présenterai peut-être Mirova un peu plus en détail tout à l'heure, mais donc on est une société de gestion d'actifs orientée vers l'impact, donc vraiment sur la finance durable. Et dans cette entreprise, moi je m'occupe de l'équipe en charge des sujets extra-financiers, donc l'équipe de recherche en développement durable, donc sur tout ce qui est impact, ESG, pour tous nos investissements non cotés. Voilà. Hugo Marin, chercheur consultant au sein du cabinet de conseil Square Management. Et donc j'interviens sur tous les enjeux liés à la finance à impact et également sur la finance durable. Et donc aujourd'hui, l'atelier porte donc sur la mesure des impacts de la finance durable. Et ce que j'aimerais faire, c'est simplement un petit peu planter le décor avant de rentrer dans le cœur du sujet. Donc, quand on parle d'impact, qu'entendons-nous? Là, en l'occurrence, on ne l'entend pas forcément au sens d'incidence comme l'entend par exemple la CSRD, l'impact selon la CSRD. Là, nous, ce que nous entendons, c'est vraiment l'impact d'activités qui ont été réalisées en faveur de la transition écologique, donc afin d'avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Et donc... Voilà, c'est vraiment nous, cet impact-là que l'on considère aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on en parle de cet impact particulièrement aujourd'hui? Pour deux raisons principales. C'est que de nombreux acteurs économiques ont instauré de nombreuses mesures et activités en faveur de la transition écologique. Nous, ce que l'on s'est aperçu, c'est que finalement, ils sont bien peu à être en capacité de démontrer les effets, l'impact de ces activités. Or, nous pensons que les investisseurs et également les parties prenantes, les citoyens, sont de plus en plus friands justement de preuves des effets de ces activités sur la société et l'environnement. Et peut-être pour compléter, donc ça ne veut pas dire qu'on met sous le tapis tous les possibles impacts négatifs, c'est juste que c'est un sujet de travail très différent sur lequel on travaille beaucoup pour s'assurer qu'on n'a pas d'impact négatif. Mais voilà, c'est le point au cœur de ce sujet aujourd'hui, c'est l'impact positif. Exactement, merci Sarah. Et également une autre raison qui nous amène à parler de l'impact aujourd'hui, c'est le développement d'une nouvelle branche de la finance durable, qui est la finance à impact, qui se développe justement sur la promesse d'avoir des effets positifs sur la société et l'environnement. Et donc la mesure dans tout ça, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Si on reprend la définition de la finance à impact de l'Institut de la finance durable, la mesurabilité des effets d'activité positive est au cœur de la définition de l'impact. Sans mesure, on ne peut pas savoir déjà si on a un impact positif et puis on n'est pas en capacité de le quantifier. Et c'est une question qui est absolument essentielle parce que ce qu'il y a derrière, c'est l'allocation efficiente des capitaux et des investissements aux activités qui vont avoir le plus d'impact positif sur la société et l'environnement et qui vont être les plus à même à faire transitionner l'économie vers une économie bas carbone. Je crois que le décor est planté. Et maintenant, on peut passer au cœur du sujet. Donc peut-être, Sarah, effectivement, on peut peut-être présenter Mirova. Est-ce que votre vue et votre stratégie globale sur l'impact? À main levée, qui a déjà entendu parler de Mirova dans la salle? Ok. Waouh. Bon, je vais quand même en dire un mot parce qu'après le détail... Du coup, donc Mirova, on est une société qui a été créée il y a 12 ans. C'était un projet à la base au sein du groupe Natixis BPCE. Et donc, on est devenu une filiale indépendante, une filiale de gestion d'actifs dédiée à l'impact. Donc sur la base d'une double conviction. La première étant que la finance n'est pas neutre, elle a un rôle à jouer dans la transition, la transformation de l'économie vers quelque chose de plus durable à la fois pour les écosystèmes et pour les gens. Et la deuxième conviction, c'était que en pariant sur les entreprises et les acteurs qui développent des solutions aux grands enjeux environnementaux et sociaux, on serait structurellement gagnant sur le long terme. Donc on a aussi cette approche très long terme. Donc Mirova, on a aujourd'hui 32 milliards
sous gestion, essentiellement sur des stratégies cotées, c'est-à-dire qu'on investit dans des actions, des obligations d'entreprise cotées, mais aussi une bonne partie sur du non coté, donc 4 milliards je crois à peu près, où on investit dans des infrastructures vertes de la transition énergétique, on investit dans des projets de capital naturel, essentiellement en pays émergents, on fait du private equity à impact environnemental et social, et on a aussi des fonds solidaires, donc qui investissent dans l'économie sociale et solidaire. Donc on a des bureaux à Paris, à Londres, à Boston, à Nairobi, à Singapour. On est devenu assez globaux. Et donc pour soutenir tous ces investissements durables, on a une vingtaine de personnes dédiées à l'impact et à l'ESG chez Mirovas, qui est une grosse équipe de recherche en développement durable. Et donc moi, je m'occupe de la partie de l'équipe qui est sur tous nos investissements non cotés. Donc je serai meilleure sur les questions dédiées aux non cotés. Voilà, et donc... qu'est-ce qu'on fait de l'impact ? Exactement, plus particulièrement. Qu'est-ce qu'on fait de l'impact et pourquoi on a besoin de le mesurer ? Alors déjà, on ne structure que des fonds à impact. C'est la promesse et l'engagement qu'on fait auprès de nos investisseurs. Donc on a besoin de pouvoir leur rendre des comptes, de pouvoir attester que on tient nos promesses et de pouvoir du coup leur reporter sur l'impact des stratégies qu'on gère. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi pour démontrer notre conviction et notre alignement. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup sur nos fonds non cotés en particulier. On essaye d'aligner une partie de la rémunération variable des équipes de gestion sur l'effective réalisation de l'impact qu'on promet de chercher en investissant dans des entreprises. C'est quelque chose qu'on développe de plus en plus et donc fatalement, ça exige d'avoir une certaine objectivité ou robustesse de l'évaluation de l'impact puisque derrière, ça déclenche des rémunérations. Et la troisième raison, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur financier, il est en train de progresser sur les méthodologies d'évaluation d'impact. Il y a encore beaucoup de choses à faire et donc on pense que chaque acteur, et nous notamment, on a un rôle à jouer pour contribuer justement au développement de toutes ces méthodologies. Donc ça, c'est un volet de travail qui est très important pour nous. Et on a d'ailleurs créé il y a quelques mois, le Mirova Research Center, qui est donc hébergé dans l'équipe de recherche en développement durable, qui est vraiment tout un pôle dédié à la recherche et à l'innovation. Donc on fait des partenariats académiques en particulier pour soutenir la recherche et le développement. Donc que ce soit des indicateurs qui vont nous permettre de mieux percevoir ou mieux évaluer les impacts de certaines activités, donc sur des sujets qui sont aujourd'hui mal connus, que ce soit la transition juste, la biodiversité, etc. Enfin, des sujets qui sont aujourd'hui encore assez innovants. On a aussi un axe de travail avec ce Mirova Research Center qui consiste à explorer les impacts de nos investissements. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est une nuance très importante. Il y a l'impact des activités qu'on finance et il y a l'impact de notre financement et notamment donc c'est la question de l'additionnalité de notre financement qui est aujourd'hui pas facile à évaluer. Donc c'est notamment un champ de recherche quand on investit dans des entreprises cotées. Pour le dire autrement, cet aspect, c'est que se serait-il passé si Mirova n'avait pas financé l'activité qu'elle a financée ? Voilà, donc il y a des cas où c'est plus clair que d'autres. Typiquement, quand on investit dans du capital naturel, il arrive qu'on ait vraiment un financement très catalytique, qu'on apporte un financement qui va effectivement permettre aux développeurs de projets de lancer son activité. Les choses sont un peu différentes quand on investit dans des entreprises cotées, où là, ça va plus être un rôle en lien avec l'engagement, notamment actionnarial, qu'on peut avoir. Et donc, la recherche s'oriente plutôt sur ces sujets-là. Voilà. En l'occurrence, les aspects concurrentiels sont vraiment à prendre en compte, justement, pour répondre à la question que j'ai pu mentionner. Très intéressant. On peut, je pense... alors, peut-être sur le Mirova Research Center, il me semble que vous avez un axe de recherche qui est spécifiquement donc, dédié à l'impact. Tu peux m'en dire plus ? Tu peux nous en dire plus, Sarah ? Oui, donc en effet, sur l'impact, on a différents partenariats en cours. Donc on en a un qui est plutôt c'est avec justement l'ENSAE, la chaire Impact Investing de l'ENSAE, qu'on creuse ces questions d'additionnalité, en particulier des stratégies cotées. Et donc là, le but, c'est vraiment de se baser à la fois sur de la recherche théorique et aussi d'exploiter tous les retours d'expérience pour
pour arriver à quelque chose qui soit opérationnable, activable. Et donc, c'est un des rôles aussi un des objectifs de ce partenariat, c'est aussi de faire dialoguer les différents acteurs de l'écosystème pour faire progresser les pratiques, notamment en matière d'engagement actionnarial. Et après, on a différents partenariats avec soit des institutions académiques, soit des consultants, donc comme Square notamment, on en reparlera tout à l'heure, pour développer des indicateurs d'impact sur des thèmes sur lesquels aujourd'hui il n'y a pas de méthodologie consensuelle. Là aussi, l'idée étant pour nous d'être plutôt dans une approche open source, dans le sens où notre idée, c'est pas de développer un indicateur d'impact uniquement pour nous, ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait pas une grande utilité, mais plutôt de proposer quelque chose au secteur, à nos pairs. On travaille d'ailleurs régulièrement avec nos pairs dans le cadre de ces partenariats-là, pour faire grandir le secteur. Alors avec pas l'idée non plus de développer le seul indicateur, mais d'en proposer un. Donc c'est quelque chose qu'on a fait il y a une dizaine d'années. On a travaillé sur le sujet des émissions de CO2. Donc c'était avec Carbon 4 à l'époque. On a développé une méthodologie pour évaluer les émissions des sociétés Scope 1, 2, 3, ce qui à l'époque était assez innovant et ce qui, selon nous, manquait durement dans les méthodes qu'on voyait. Parce que si on rate le scope 3, on rate l'essentiel de l'impact. On a travaillé depuis quelques années avec Iceberg Data Lab également. Et ça, c'est un projet qu'on a conduit en partenariat avec Sycomore, BNP Paribas et AXA IM. Donc avec Iceberg Data Lab, on développe un indicateur d'impact sur la biodiversité des entreprises avec l'objectif d'avoir une vision au niveau des portefeuilles, parce que c'est quelque chose qui manque aussi quand on parle à nos investisseurs de quelle est l'empreinte biodiversité d'un portefeuille. Et là, on a lancé un projet en début d'année qui est un acronyme un peu barbare, mais une fois qu'on comprend ce qu'il veut dire, on le retient plus facilement. Avoided Emissions Database Initiative. Donc c'est un projet qu'on a lancé avec iCare et Quantis. Et à nos côtés, on est soutenu par Robeco et Edmond Rothschild. Et donc là, l'idée, c'est de construire une base de données de facteurs d'émissions évités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de technologies aujourd'hui qui permettent d'éviter des émissions. Et pour nous, c'est crucial de pouvoir démontrer que quand on investit dans une entreprise, non seulement elle réduit son empreinte carbone, mais surtout elle est apporteuse de solutions et donc elle permet de réduire les émissions d'autres secteurs ou d'autres chaînes de valeur. Donc pour nous, c'est essentiel de pouvoir démontrer ça, d'où ce projet en cours qu'on a lancé en début d'année. Très intéressant, merci Sarah. Et du coup, maintenant, on peut peut-être répondre, être au cœur de l'atelier, donc à savoir mesurer les impacts de la finance durable, où en sommes-nous. Et je peux peut-être commencer à replanter le décor, en l'occurrence, et notamment à expliquer pourquoi on a mis tant de temps à se poser la question justement de l'impact de la finance durable. La finance durable ne date pas d'hier. Il faut savoir que sur l'impact, déjà, il y a eu un problème de définition de la chose. Les scientifiques n'étaient pas d'accord sur la façon de définir la notion d'impact. Pourquoi ? Notamment parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le périmètre, c'est-à-dire jusqu'où s'arrête-t-on pour mesurer l'impact. Pour être beaucoup plus illustratif, est-ce qu'on s'arrête aux parties prenantes directes de l'activité considérée, ou est-ce qu'on va commencer à tenir compte des effets induits, des effets indirects qui peuvent occurrir ? Et en l'occurrence, maintenant ils ont vraiment réussi et terminé la conceptualisation de l'impact. Et donc ça y est, une fois qu'on a une définition claire, les travaux peuvent commencer. Et c'est ce que l'Institut de la finance durable a largement fait. Il y a également des difficultés qui sont toujours d'actualité en lien avec l'impact. Déjà une difficulté qui est liée aux données. On va le voir. Montrer l'impact, c'est extrêmement gourmand en matière de données. Il vous faut des données extrêmement granulaires, il vous faut une belle profondeur en matière de temporalité, notamment en fait, il vous faut des données avant l'instauration de l'activité ou de la mesure que vous considérez et après. Donc c'est extrêmement gourmand et des fois c'est même pas toujours possible. Et puis surtout, et enfin je dirais, il vous faut en fait ce que l'on appelle le contrefactuel pour être en capacité de démontrer l'impact, c'est-à-dire
la situation qui se serait passée si l'activité n'avait pas eu lieu. Et ça, moi j'appelle ça le scénario de référence. Je sais qu'on n'a pas le même. Ou le scénario de référence, je pêche par mon passé de chercheur et d'académique. Mais effectivement, le scénario de référence, donc ça, vous voyez, si vous travaillez côté risque climatique, c'est quelque chose sur lequel travaille par exemple le NGFS, le Network for Greening the Financial System. Donc un scénario de référence, en l'occurrence, ce qu'il se serait passé s'il n'y avait pas eu de réchauffement planétaire, et afin de donner justement une base à laquelle on peut comparer les évolutions de température actuelles, etc. Et donc, ce contrefactuel, il n'est bien souvent pas facilement disponible ou pas du tout disponible, et donc il faut arriver à trouver des méthodologies ou tout du moins des proxys pour l'approximer, l'estimer, et afin justement de pouvoir mettre en exergue un impact. Sur la question de la disponibilité des données, nous, ce qui nous frappe, donc il y a évidemment tout ce qui est en amont et en aval des activités directes de l'entreprise, quand on pense au scope 3. Et il y a aussi la question de la granularité locale, c'est-à-dire que quand on parle du carbone, on peut se dire qu'une tonne de CO2 ici est équivalente à une tonne de CO2 là-bas. Quand on parle de la biodiversité, c'est beaucoup moins le cas. Et quand on parle d'impacts sociaux, c'est aussi beaucoup moins le cas. Exactement. Et puis, en tout cas, vous, chez Mirova, il me semble, vraiment, face à toutes ces difficultés, vous êtes pragmatique, vous relevez les manches. Plutôt que de ne rien faire. Je viens de ce milieu. Un académique, par exemple, s'il n'est pas en capacité de montrer l'impact, donc en fait une causalité, c'est comme ça, c'est ce qu'il y a derrière l'impact, c'est la causalité, donc les effets A provoquent les effets B, et on est certain que c'est ces effets A qui l'ont provoqué, donc il y a une histoire d'identification, écarter d'autres facteurs d'impact possibles. Un académique, s'il n'est pas en capacité de démontrer parfaitement l'impact, il va juste pas analyser l'impact. C'est dommage pour la finance durable d'avoir cette paralysie d'action, et si on en était là, en toute honnêteté, il n'y aurait pas de finance durable, il n'y aurait pas de finance à impact. Et chez Mirova, justement, vous vous battez pour faire des choses, même si c'est pas parfait. Oui, alors je peux attaquer par différents angles cette question. La première chose, c'est qu'en effet, on peut dire que aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur parfait, donc on va attendre qu'il y en ait un qui soit développé. C'est vrai qu'il n'y a pas d'indicateur parfait, néanmoins, on peut voir qu'il y a, même juste de manière qualitative, des manières d'indiquer, de donner des indications sur l'impact d'un portefeuille en particulier. Aujourd'hui, ne serait-ce que la taxonomie européenne des activités vertes, ça permet déjà de donner une indication, voilà, le pourcentage d'activités aligné avec la taxonomie verte européenne. Pareil, on peut avoir ne serait-ce qu'une répartition sectorielle du portefeuille. Ça donne déjà des indications. Donc on n'a pas besoin d'aller dans un développement méthodologique quantitatif pour déjà illustrer un peu la finalité ou les effets d'un portefeuille. La deuxième chose, c'est que en effet, on peut se retrousser les manches et essayer d'avoir une approche un peu pragmatique pour donner des ordres de grandeur. Pour nous, l'essentiel, c'est d'être dans quelque chose qui fait sens. Donc, quitte à ce que ce soit moins précis, mais qu'au moins, ça donne un bon ordre de grandeur. Donc, c'est pour ça que parmi les grands principes qu'on a, il y a la notion de cette approche cycle de vie, c'est-à-dire ne jamais s'arrêter sur l'impact direct. Donc, ça a été un défi sur le climat, ça l'est aussi sur la biodiversité encore plus. Mais il faut que ce soit intégré dans toutes les méthodologies qu'on développe, quitte à ce que ce soit via des estimations sectorielles, etc. Et après, peut-être un point aussi que je veux souligner, c'est que quand on parle d'impact, en tout cas là où je travaille, il y a deux manières de l'évaluer, où il y a deux prismes peut-être, ou deux angles d'attaque. Le premier, c'est quand on veut évaluer l'impact d'une entreprise qu'on a en portefeuille, la suivre de manière spécifique, démontrer ce qu'elle permet, etc. Et le deuxième angle, c'est de démontrer l'impact d'un portefeuille. Et là, on est sur des problématiques très différentes parce qu'on va avoir l'enjeu d'agrégation d'indicateurs relativement communs entre des entreprises dans lesquelles on a investi qui ne sont pas dans les mêmes secteurs, qui ne sont pas sur les mêmes enjeux. Et donc, les deux sont nécessaires, mais voilà, on n'est pas sur les mêmes problématiques. Super. Et alors, je voulais peut-être faire juste un aparté sur ce que l'on entend par effet induit. Peut-être que c'est pas clair pour tout le monde, mais j'aimerais prendre un exemple. Suite à l'achat, par exemple, d'une voiture électrique, une personne qui viendrait remplacer un véhicule thermique,
a priori, effectivement, les émissions de CO2 émises par le véhicule utilisé par l'individu considéré ont tendance à diminuer. Et donc, si on regardait vraiment les impacts directs de l'achat d'un véhicule électrique, on aurait un impact extrêmement fort. Mais ce serait oublier donc les effets induits, en l'occurrence l'effet rebond. L'effet rebond, donc en fait, c'est le changement de comportement qui va avoir lieu suite justement à l'achat, par exemple, d'un véhicule électrique. En l'occurrence, ça a été prouvé. Une personne, un acheteur, un individu qui achète une voiture électrique va plutôt avoir tendance à plus consommer dans les autres parties de sa vie et donc à émettre plus d'émissions. Donc si on ne prend pas en compte ces effets induits, cet effet rebond, on va avoir finalement une surestimation de l'impact positif généré par le véhicule électrique. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Sarah, merci beaucoup. Et peut-être que maintenant on peut parler plus spécifiquement de votre dernier fonds qui a été qui a été ouvert en mars 2024, me semble-t-il, le fonds Mile. Oui, notamment parce qu'on fait des choses intéressantes sur ce fonds-là en lien avec l'évaluation de l'impact. Donc Mile, Mirova Impact Life Essentials, donc c'est un fonds de private equity à impact social, c'est-à-dire qu'on va investir dans des entreprises essentiellement européennes qui sont en phase d'accélération et qui ont un projet vraiment social. Via leurs services ou leurs produits, elles vont adresser une problématique sociale. Donc il y a 4 thématiques d'investissement dans ce fonds. On a tout ce qui est éducation, formation, connaissance, donc assez largement. Le deuxième pilier, c'est ce qui a trait à la santé, au bien-être, à la prévention. Un troisième pilier sur ce qui relève de la consommation responsable, avec donc tout ce qui est un peu mode de consommation responsable. Et enfin, un quatrième pilier assez transverse sur l'inclusion voilà, et la diversité. Donc ce fonds-là, il est vraiment dédié aux enjeux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'on avait lancé un certain nombre de stratégies environnementales et c'est vrai qu'on était régulièrement questionné sur « Ok, mais Mirova, vous faites quoi sur le social ?» Bon, on va lancer un fonds. C'était donc les investisseurs qui vous ont questionné Alors oui, et pas que, de manière intéressante. Donc Mirova, on est une société à mission. Donc c'est un type de statut d'entreprise en France. Et donc on a une mission qui a un objectif environnemental et social au cœur du projet de l'entreprise. Et donc dans le cadre de ce statut-là, on a un comité de mission qui réunit des experts et des parties prenantes variées et qui nous challenge du coup sur la bonne conduite de notre mission. Et donc il nous challengeait aussi sur ce sujet social. Donc Mile, ce fonds social qui investit dans des secteurs très variés, comment on évalue son impact ? C'est un grand défi puisque là aussi, entreprise par entreprise, on peut faire l'analyse de la causalité effective entre les effets induits et l'activité de l'entreprise, etc. On peut définir des indicateurs qui correspondent à ce que l'entreprise suit effectivement, etc. Ça peut se faire, mais avoir quelque chose d'un peu plus macro, qu'on peut un peu plus agréger, au moins au niveau d'un secteur, c'est plus compliqué. Et notamment, donc, ce que je disais tout à l'heure, parce que les impacts sociaux, ils sont très dépendants d'un contexte local, mais aussi parce que la question du scénario de référence est particulièrement complexe et n'a aujourd'hui, à ma connaissance, pas été traitée de manière complète ou large sur les sujets sociaux. Voilà, donc quand on offre une plateforme de formation ou de cours en ligne, quel est le scénario de référence ? Ce n'est pas forcément que la personne n'aurait rien fait, quoi. C'est un peu plus fin que ça. Donc on travaille en ce moment du coup avec vous pour essayer de voir justement quelle serait une approche sensée pour essayer de définir des indicateurs d'impact social qui font sens, qui sont pertinents et qui soient aussi globaux que possible en respectant du coup les principes de pertinence de l'information. Et donc là, on voit bien que ces 2 angles sont complètement nécessaires, à la fois entreprise par entreprise pour effectivement piloter l'impact et vérifier qu'il a lieu, mais également au niveau du portefeuille pour informer nos investisseurs et faire grandir le secteur dans l'évaluation de l'impact social. L'idée étant, me semble-t-il, derrière l'agrégation, c'est un enjeu de proposer une information qui reste concise et claire aux investisseurs. Dans le fonds Mile, a priori, il y a une trentaine, une quarantaine d'entreprises en portefeuille. Je pense que la cible, 20-30, ce serait... D'accord, ok. Imaginez donc des indicateurs spécifiques, par exemple 4 ou 5 indicateurs spécifiques sur chaque entreprise. Vous en avez donc, si mes calculs sont bons, entre 80 et 120. Entre 80 et 120.
Bon, a priori, les investisseurs ne vont pas être très friands d'obtenir d'être mis face à leurs questions à quel est l'impact du fonds, 120 indicateurs. Ils aimeraient certainement, et on peut bien les comprendre, une information plus concise. Et donc c'est tout l'enjeu en fait de notre travail et de notre partenariat, c'est d'arriver justement à agrégé, donc essayer de ramener dans une unité commune ou des unités communes. Je ne suis pas certain qu'on n'aura qu'un seul indicateur, mais on aura en tout cas bien moins. L'idée sera effectivement de réduire le nombre de dimensionnalités. Effectivement, donc, Sarah, tu as parlé quand même de difficultés. Donc déjà, bon, effectivement, tu as bien souligné les scénarios de référence qui posent problème, notamment parce qu'il y a des considérations locales en fait, qui rentrent en jeu et qui viennent renforcer, enfin en tout cas rendre plus difficile la détermination du scénario. Parce qu'une stratégie que l'on peut faire, c'est utiliser par exemple la littérature scientifique sur des enjeux qui sont connexes à l'activité considérée. Toutefois, quand on travaille dans le social, on est sur des considérations extrêmement locales. Et donc tout de suite va se poser la question de la transposabilité des résultats qui ont pu être démontrés de façon causale dans la recherche scientifique, enfin dans la littérature scientifique, à la situation particulière qui est considérée. C'est jamais exactement pareil, et dans le social, a priori, c'est souvent très différent. Et donc, est-ce que le résultat qui a été trouvé en Angleterre est généralisable et peut être transposé à une situation qui ressemble de près en Franche-Comté? Pas certainement. Et donc ça rajoute un niveau de difficulté, en plus effectivement des données que j'ai pu citer. Donc un sacré challenge, mais on se retrousse les manches et on va y arriver. D'autres choses à ajouter, Sarah ? Non, ça me paraît pas mal. Est-ce que tu veux parler des autres fonds sur lesquels vous avez donc le fonds biodiversité, sur lesquels justement vous avez eu des retours d'expérience et vous avez fait un petit peu peu ou prou ce qu'on est en train de faire sur le fonds Mile ? Oui, alors sur le thème de la biodiversité, on a plusieurs fonds qui sont vraiment dédiés à ce thème-là. On a un fonds coté, donc qui investit dans des entreprises cotées qui sont donc plutôt sur des solutions pour la nature. Et donc, pour évaluer l'impact biodiversité de ce fonds-là, donc on travaille avec Iceberg Data Lab pour développer donc le CBF, Corporate Biodiversity Footprint, qui est un indicateur qui permet d'évaluer l'impact sur l'ensemble du cycle de vie de la chaîne de valeur, du cycle de vie d'une entreprise, et d'avoir une vue agrégée au niveau du portefeuille. Ce qui était très important pour nous là aussi, c'était que Iceberg Data Lab soit capable donc à terme d'évaluer aussi les impacts évités, parce que là aussi, si on veut avoir une empreinte biodiversité meilleure, l'idée, c'est pas uniquement d'investir dans des entreprises de services qui ont une empreinte biodiversité toute petite, c'est d'aller là où ils sont les enjeux, c'est-à-dire d'aller dans les secteurs agricoles qui vont avoir une empreinte biodiversité énorme, mais là où on va aussi pouvoir avoir un levier si on arrive à démontrer les impacts évités grâce à la solution qu'on soutient. Et ça, pareil, c'est assez innovant, cette notion d'évaluation des impacts évités sur la biodiversité. Donc ça, c'est un premier chantier qu'on a, on va dire, sur la biodiversité. Et je peux citer quelque chose qui est à l'opposé. Donc on a des fonds capital naturel qui investissent dans des projets, par exemple, de conservation des écosystèmes forestiers ou de restauration même des écosystèmes forestiers, par exemple. Et donc là, on va être vraiment à l'autre bout de la chaîne. On va être sur un suivi des impacts qui va être très local. Donc, en ayant recours à de l'imagerie satellitaire ou à de la collecte de données sur site, que ce soit du suivi acoustique, des vidéocaméras, des échantillons d'ADN qu'on va capter dans les sols ou des échantillons de sol qu'on va analyser. Et donc, en cherchant pour chaque projet le bon set d'indicateurs complémentaires qui vont nous permettre d'avoir une mesure suffisamment complète du profil biodiversité du lieu. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec sur les deux angles d'attaque. En fonction de ce qu'on fait et en fonction des besoins, il faut pouvoir jongler avec les deux approches de l'évaluation de l'impact, quoi, avec des défis différents de chaque bout de la chaîne. Merci Sarah. Donc écoutez, je vous propose de terminer par une petite conclusion, puis ensuite de vous passer le micro pour répondre à toutes vos questions. Donc l'impact, nous on y croit énormément. Pourquoi ? Parce que
énormément de mesures qui ont été prises et nous sommes convaincus avec Mirova, je le pense qu'on va passer, et c'est déjà le cas, on va passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats lorsqu'il s'agit en fait de la démonstration de l'impact des mesures prises. Et nous, ce que nous pensons, et on le voit bien avec Mirova et le Mirova Research Center, c'est que se baser sur la recherche scientifique est un atout indéniable. À la fois, ça va permettre de solidifier l'argumentaire, ça va permettre également de faire gagner beaucoup de temps et d'économiser des ressources. En fait, il y a beaucoup d'activités qui ont de l'impact, qui ont déjà été démontrées dans d'autres contextes. Utilisons-la, et c'est ce en quoi nous croyons beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Sarah. Merci à toi, merci à vous. Et du coup, on va prendre les questions. Il y a 2 micros dans la salle, mais je peux également... Ou des remarques, hein. Ouais. Merci. Merci pour votre intervention. J'avais une petite question de compréhension sur ce que vous mesurez comme impact. Vous mesurez a priori l'impact de projets. Est-ce que vous mesurez aussi l'impact des entités bénéficiaires des investissements? Et si vous faites les deux, comment est-ce que vous venez réconcilier ces deux types de notation? Sarah, je t'en prie. Alors, on finance les deux types d'acteurs. C'est-à-dire que des fois, on est vraiment sur un financement de projet, des fois, on est sur un financement d'une entreprise. Dans tous les cas, nous, on va évaluer l'impact de l'activité qu'on finance, qui est souvent à peu près la même, en fait. Qu'on finance un acteur, une entreprise forestière qui a des forêts sous gestion ou qu'on finance un projet forestier. Globalement, l'impact va être évalué de la même manière. C'est aussi un point, je pense, important à souligner, c'est qu'effectivement, on finance des acteurs de nature variée, avec des structurations financières assez différentes. On est sur différentes classes d'actifs, etc. Pour nous, c'est important de pouvoir avoir une approche cohérente, quelle que soit la structuration financière de notre investissement. Donc, que ce soit qu'on investisse dans un projet d'énergie renouvelable, vraiment en project finance, ou qu'on investisse dans un développeur de projets d'énergie renouvelable qui a 3 projets d'énergie renouvelable, il faut qu'à la fin, l'évaluation soit cohérente. Justement, mon point, c'est typiquement celui-là. Si vous financez un projet d'investissement renouvelable de Total, comment est-ce que vous venez concilier ces deux sujets? On ne l'a pas fait. D'accord. Merci. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour ces informations. Moi, j'ai une question par rapport à justement la fiabilité des données que vous pouvez utiliser, des données ESG que vous pouvez utiliser. Est-ce que vous vous appuyez sur des bases de données existantes fournies par des entreprises comme Sustainalytics ou autres, ou est-ce que vous avez développé votre propre base de données justement pour vous assurer de la qualité et de la comparabilité de ce que vous utilisez? Et puis à quel niveau, j'imagine, on n'a pas mentionné la CSRD, mais ça va avoir un impact très important justement sur la qualité et la comparabilité des données. Donc est-ce que ça va faire évoluer toute votre méthodologie en fait? Alors, on fait feu de tout bois et on priorise le meilleur. On priorise les données entreprises. Donc en fait, voilà, quand on a une méthodologie d'évaluation de l'impact, elle intègre différents paramètres, des activités de production, des activités, différents paramètres. Et donc, dans la mesure du possible, on va utiliser les données réelles qui proviennent des entreprises. Donc, ça peut être dans leur publication quand on est sur des entreprises cotées, ou ça peut être parce qu'on est en dialogue permanent avec nos entreprises non cotées. Et ensuite, pour le reste, notamment pour tout ce qui est lié à l'amont, etc., tout ce qui est dans la chaîne de valeur, en effet, on utilise les bases de données les plus à jour, les plus robustes, les plus consensuelles. Donc, par exemple, sur les différentes pressions sur la biodiversité qui sont générées par telle ou telle activité dans tel ou tel pays, il y a des bases de données qui existent là-dessus. On fait avec ce qu'on a, on fait ensuite du plaidoyer ou de l'engagement pour essayer qu'elles soient mises à jour, etc. Et donc, on voit la CSRD, tout comme toute autre réglementation relative au reporting, comme probablement une bonne nouvelle, c'est-à-dire on aura probablement davantage de transparence de la part des entreprises et donc davantage de données primaires venant directement d'elles. Très bien. Si je peux
me permettre juste une autre question rapide, ce qui est un peu le nerf de la guerre. Quelle appétence est-ce que les investisseurs ont aujourd'hui pour l'investissement durable, pour la finance durable, et est-ce que vous arrivez à leur démontrer voilà, une performance économique en lien avec la mesure de l'impact, notamment pour les business models à impact social? C'est peut-être difficile. Oui, alors la question de la corrélation entre la durabilité d'un fonds et la performance financière est complexe. Je ne sais pas si tu auras des billes à ajouter là-dessus en complément, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de démonstration claire dans un sens ni dans l'autre. À ma connaissance aussi, si les fonds, typiquement Mirova, sous-performaient, on serait plus trop là pour en parler. Donc je pense que comme tous les fonds à impact, ils ont des biais, hein, que ce soit sectoriels ou autres, dont les investisseurs ont conscience. Donc on ne parle effectivement pas forcément aux mêmes investisseurs en fonction des classes d'actifs, des niveaux de risque, des différentes stratégies. Hein, voilà. Et les investisseurs aussi ont de quoi diversifier leurs investissements, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Pour ma part, peut-être je me présente, je sais pas, ça peut être intéressant pour vous. Enfin, moi, je m'appelle Alice Sauvenbruck, je travaille chez Cantis. Et du coup... Zut, ça va être technique. Non, normalement, enfin, je pense pas. Mais je me demandais comment... est-ce que ces indicateurs d'impact, vous les traduisez aussi en termes de risque financier, par exemple, quand vous voulez construire... Enfin, on parle beaucoup là de mesurer les impacts. On s'est un peu focalisé sur les impacts positifs, mais il y a aussi des impacts négatifs. Et voilà, comment vous faites la traduction en termes de risque financier potentiellement pour une allocation de portefeuille, un suivi voilà. Alors, la question de traduction en termes financiers de l'impact. Donc, l'impact positif, on a choisi à ce jour, en tout cas, de ne pas le traduire, de ne pas le monétariser, bref, de ne pas le traduire en euros, parce qu'on considère que ce sont des enjeux et des objectifs qui tiennent en tant que tels, quoi, à côté des objectifs financiers. Donc, on s'en tient là. C'est deux informations complémentaires utiles, les indicateurs financiers, les indicateurs d'impact positif. En ce qui concerne la matérialité plutôt du côté risque, notamment voilà, l'exposition au risque biodiversité, l'exposition au risque physique du changement climatique, etc., à ce jour, on l'intègre à nos analyses et c'est clairement un sujet de travail commun entre mon équipe et les équipes de gestion qui, du coup, analysent le niveau de risque opérationnel des potentiels investissements, mais au même titre que d'autres risques, hein, que ce soit géopolitiques ou autres. Donc, ils ne sont pas directement traduits en termes financiers, mais néanmoins, ils jouent un rôle dans les décisions d'investissement assez important. D'autres questions? D'autres remarques? Bonjour, merci pour ces partages. Vous avez évoqué donc, que Mirova était société à mission. Est-ce que vous pourriez faire quelques partages sur ce qui a orienté votre choix dans la composition de votre comité de mission? Oui. On a essayé d'avoir des représentants de différentes natures, donc chercheurs, représentants des collectivités locales, experts, etc., sur les différentes thématiques environnementales, sociales, gouvernance. On a des chercheurs, je n'ai pas mentionné chercheurs, je pense qu'on a aussi des chercheurs. Donc c'était pour avoir, on va dire, une diversité à la fois de nature de parties prenantes et de sujets d'expertise. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Ça y répond, en partie. Et il y a combien de personnes au sein de ce comité? Moins de 10, plus de 5 externes, j'ai envie de dire. Merci. D'autres questions? D'autres remarques? On publie le rapport de mission, il est disponible sur notre site internet si vous voulez plus de détails. Personne? Bon, écoutez, je pense qu'on en a fini pour l'atelier. Merci beaucoup, Merci beaucoup. À tous d'être venus. Puis, si vous avez des questions,
ou que vous voulez discuter, n'hésitez pas à passer sur le stand de Square Management au 3e étage devant l'ascenseur, enfin devant l'escalator. Je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup.